Je vous propose d'écouter d'abord quelques paroles, parce que le mot assimilation, il revient beaucoup en ce moment. Alors c'est plutôt dans des bouches de droite, vous allez voir. Et d'ailleurs, on va se poser la question de savoir si c'est un concept de droite ou de gauche à la base, l'assimilation. On regarde ce magnéto, on se retrouve après avec Raphaël Dohan, Michel Onfray, et on va répondre à votre question, Steven. Je ne veux plus de l'intégration. Je veux l'assimilation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est d'origine immigrée, nord-africaine, africaine, qui refuse de s'assimiler au pays dans lequel elle vit. Elle est intégrée au mode de vie de son quartier, au code de son quartier, mais elle n'est pas assimilée aux valeurs de la France. C'est, je crois, la démonstration de l'échec total de la politique d'immigration dans notre pays. D'intégration. C'est clairement le refus exprimé par un certain nombre de binationaux de l'assimilation, auquel moi je suis particulièrement attaché. Et si le problème n'est pas le racisme. Lui dit finalement, je ne veux pas vous embaucher du fait de vos origines. Le problème de cette question n'est pas le racisme. Si, le problème, quand on refuse pas du d'embaucher tout. quelqu'un parce le que c'est un problème, c'est la arabe ou un noir. non-assimilation. C'est pas la même chose. Je suis désolé. C'est ça le problème. Mais vous prenez le problème à l'envers. Alors, Raphaël Dohan nous a rejoint. Vous êtes normalien, énarque, auteur de nombreux essais. On a dit de vous que vous étiez un jeune prodige. Vous venez d'écrire Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours aux éditions Passé Composé. Merci d'être là. Mais je voulais quand même que Michel nous dise un mot. Parce que là, on a vu dans cet extrait que l'on a fabriqué au bureau, beaucoup de gens de droite, de Éric Zemmour, Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que l'assimilation, c'est une valeur de droite, voire de droite extrême? Est-ce que c'est que ça, l'assimilation? C'est même franchement une valeur de gauche. Ah. Parce que, évidemment, on n'a pas l'habitude de le dire, mais il faut remonter un petit peu en amont et s'apercevoir que c'est la Révolution française qui crée cette idée d'universalisme. Alors on pourrait remonter en amont encore en se disant l'universalisme, c'est Saint Paul. Et le judaïsme est local. Il n'a pas prétention à judaïser la planète entière, mais le christianisme qui arrive après a la prétention à l'universalité. Saint Paul nous dit plus d'hommes, plus de femmes, plus de juifs, plus de non-juifs, plus de... C'est l'Ecclésia, c'est l'Église, c'est la totalité de la planète. Et puis après, la Révolution française, et c'est souvent le cas, la Révolution française sécularise un certain nombre d'idées chrétiennes. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est le libre arbitre des chrétiens, l'égalité, c'est l'égalité devant Dieu, et puis la fraternité, c'est la communauté de l'Ecclésia. Et donc on se dit, mais finalement, il y a quelque chose qui va de Saint Paul à Robespierre, disons, et qui passe par la Révolution française, et qui dit, nous avons une vision du monde universel, nous voulons que tout le monde partage nos valeurs. La Déclaration des droits de l'homme, c'est pour tout le monde. C'est pas pour la France, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée équatoriale, le Brésil de Montaigne. Et on se dit, il faut aller là où sont les gens et on va leur porter notre bonne nouvelle. Et à l'Assemblée nationale, Luc Ferry, pas Luc Ferry, non, rien à voir, Jules Ferry, j'étais à Jean, à Luc, à Jean-Luc, Luc Ferry et Clémenceau, Georges, s'opposent. Parce qu'effectivement, il y a deux visions du monde. Celle de Jules Ferry qui dit école gratuite, laïque et obligatoire, eh bien cette école-là, on va la donner à la planète entière. On s'en va coloniser l'Algérie pour leur donner nos bonnes idées. Et les guerres de la Révolution française sont aussi des guerres qui sont des guerres de colonisation idéologique et intellectuelle. Quand Hegel, qui est un grand collabo pour le coup, quand il dit « Oh là là, j'ai vu Napoléon arriver, c'est l'esprit du monde assis sur un cheval, etc. » On a juste envie de lui dire, mais enfin... et ton Allemagne, Fichte dira, lui, qu'il veut défendre l'Allemagne, mais je pense que l'idée de conquérir pour apporter, et c'est plein de bonnes intentions, hein, mais c'est d'une grande naïveté, mais vous vivez en berbère, vous vivez en maghrébin, vous vivez... On va vous expliquer comment il faut vivre, et devenez ce que nous sommes. Donc effectivement, on peut imaginer que ça peut poser des problèmes dans un certain nombre de pays, et c'est Jules Ferry qui gagne contre Clémenceau avec cette idée qu'on colonise pour emporter des valeurs auxquelles on croit, en estimant qu'il va falloir partager la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Mais l'assimilation, c'est une valeur de gauche à la base. Et ben, l'assimilation consistait à dire il faut que nous, on pourrait dire, blanchissions les gens de couleur et que intellectuellement nous fabriquions des clones. Et pourquoi, voilà pourquoi des gens comme Léopold Sédar Senghor, agrégé, normalien, etc., ont été considérés comme des modèles d'intégration, d'assimilation du moins, et comment un certain nombre d'indigénistes aujourd'hui estiment que c'est un nègre blanc et qu'il est détestable en ce sens. Tous les Jean Jaurès a écrit aussi sur ces questions. Alors,
Nous en parlions, Ouais. et comme je n'ai pas la capacité de mémoriser des longues tirades et que je préfère les lire, il y a quelque chose effectivement de très intéressant dans ce texte. Alors on aurait pu le lire en disant qui a pu écrire Philippot, Marine Le Pen, des gens d'extrême droite ou je ne sais quoi. C'est un texte de Jean Jaurès, dans un discours du 17 février 1894. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est le plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont les plus bas. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que nous voulons protéger la main-d'œuvre française contre la main-d'œuvre étrangère, non pas, je le répète, par un exclusivisme d'esprit chauvin, mais pour substituer l'international du bien-être à l'international de la misère. Et on vient de voir tout à l'heure comment l'immigration produit une internationale de la misère. D'abord parce qu'il y a une misère française qui est ainsi produite avec le dumping social, etc., mais aussi dans les autres pays. On n'a pas le souci de l'hémorragie que ça peut signifier que de laisser venir des gens à qui on dit la France a à vous offrir des dessous de pont, à vous offrir des caves, des morceaux de carton, et la France éternelle, elle vous accueille. Le droit l'hospitalité, c'est ça. Mais comment ? C'est-à-dire, on ne peut pas donner l'hospitalité à des gens si on leur dit « vous êtes ici chez vous », quand être chez soi, c'est vivre quasiment à 2 mètres du périphérique. Mais juste une autre phrase du même Jaurès, « À celui qui n'a plus rien », elle est connue, hein, « à celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien ». Ouais. Cette idée donc de se fondre dans la nation, cette idée d'assimilation. Vous êtes beaucoup penché sur ces questions, Raphaël. Je signalais que vous étiez dans Front Populaire, un de nos contributeurs dans ce numéro sur l'immigration. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours ». Donc c'est assez intéressant votre livre parce que vous présentez de nombreuses civilisations qui ont toutes eu un modèle singulier d'assimilation. Qu'est-ce qui a fait l'unicité, l'exemplarité du modèle français ? Effectivement, d'abord je rejoins tout à fait Michel Onfray quand il dit que l'assimilation est liée à l'universalisme et donc dans le monde politique français à la gauche depuis que la gauche existe. Moi je la fais remonter encore plus loin en vrai dans l'histoire française puisque je montre que l'Ancien Régime avait déjà eu des tentations assimilatrices à la fois dans les métropoles avec les différentes provinces qui avaient été annexées à la France et Louis XIV demande aux habitants du Roussillon de s'habiller à la française mais aussi dans les colonies, les premières colonies françaises et notamment au Canada où on a essayé de franciser les Amérindiens ce qui était déjà un peu la même logique que celle qui sera ensuite systématisé beaucoup plus rationnellement par la Révolution et la Troisième République. Logique catholique. Oui, aussi, mais pas seulement. En fait, Paulinienne. Il y a ça, voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, pour l'Antiquité, parce qu'en fait, ce qui fait l'unicité de l'assimilation à la française, d'abord, c'est sa référence à une Antiquité, alors qui n'est pas seulement catholique, mais je pense qu'elle est aussi romaine, en fait, plus largement. Et d'ailleurs, les juristes de... À Rome, fait comme les Romains. Et si tu es ailleurs, vis comme ailleurs. Je n'ai plus exactement la citation de Saint-Augustin d'ailleurs. Saint-Augustin, et il y a une autre citation latine assez connue qui est rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et c'est en fait l'autre face de la même pièce. C'est-à-dire que si on pense que tous les êtres humains partagent la même condition, que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, alors je peux assimiler un étranger, puisqu'en fait il n'est pas si différent, ou alors les différences qui existent, elles ne sont que culturelles, superficielles, et elles peuvent être abolies par ce travail d'assimilation. Et donc ça c'est quelque chose que partagent en fait la latinité ou la romanité et les Français de la Troisième République, qui d'ailleurs ils font référence directement, beaucoup de juristes disent clairement s'inspirer de la pratique romaine. Et donc en France on a constitué pendant cet âge d'or de l'assimilation qu'a été la Troisième République, tout un ensemble d'abord de doctrines, de théories de l'assimilation, et aussi un système juridique où on a fait, alors par différents moyens, un système politique qui a permis d'assimiler les immigrations qu'a connues la métropole à l'époque, et aussi de tenter d'assimiler les colonies, puisqu'en fait il y avait toujours ces deux faces de l'assimilation française, c'est-à-dire à la fois dans les colonies et en métropole. En métropole ça a plutôt bien réussi, dans les colonies c'était évidemment plus compliqué. Alors c'est amusant, oui, parce que vous le rappelez, il a fallu d'abord franciser les Bretons, les Normands. On a commencé par s'assimiler nous-mêmes à l'intérieur du cadre national finalement. Oui, en fait la première assimilation française c'est l'assimilation de la France ou des Français à elle-même et à la France. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on exige des immigrés, on l'a d'abord exigé des Français eux-mêmes, effectivement, des petits Provençaux, Bretons, Alsaciens, qui ont subi en plus une férule assez dure de la part des maîtres, qui éradiquaient les patois dans les classes et qui voulaient absolument promouvoir la langue française. Donc il y avait une tentative d'homogénéisation. Je suis d'une famille d'instituteurs et qui était réputée comme étant ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, c'est-à-dire qu'ils ont converti des gamins aux Français qui parlaient, moi dans ma famille, ils parlaient vendéen, ils parlaient le beaucain,
vendéen, même c'était un sous-idiome du patois vendéen, et il a fallu qu'ils apprennent, et c'était ça à quoi servait l'école, les instituteurs, c'était à apprendre le français et à s'inscrire dans cette communauté-là. Il y avait un travail d'instruction et d'homogénéisation et alors, d'uniformisation. C'est le jacobinisme. Ça. Ouais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce que l'on a fait, donc, entre guillemets, subir à ces Bretons, à ces Normands, à ces Alsaciens, etc., pour qu'ils fassent nation, eh bien, on n'ose plus le faire subir, à l'infliger, entre guillemets, à ces nouveaux arrivants en France. Et c'est là où, finalement, il se passe un dérèglement total. Ça se passe à partir de, vous dites, des années 70. On commence à remettre en cause ce modèle français qui marchait bien, quand même. En fait, ça rejoint l'histoire que vous avez vue avec Céline Pina tout à l'heure, qui est l'histoire de l'immigration en France et de l'Empire. Puisqu'en fait, les années 70, c'est la fin de l'Empire colonial français. Et en plus, à cette époque-là, comme on l'a vu, on pensait que l'immigration de travail qui avait eu lieu auparavant allait soit se tarir, soit d'ailleurs les immigrés allaient revenir chez eux. Donc il y avait un peu l'idée dans les années 70 qu'on n'aurait plus ni peuple colonisé à assimiler, ni immigrés plus tard à assimiler. Il y a eu cette courte période pendant laquelle on a pensé que l'assimilation en fait n'était plus un effort nécessaire pour la France. Et en plus, évidemment, le mot même et le concept d'assimilation était lié à l'histoire coloniale où il avait été plutôt raté, clairement. Et donc on avait envie de s'en dissocier. Et par ailleurs, il y a aussi, je pense, un courant plus idéologique qui était qu'on a vu apparaître la valorisation de l'originalité, de la singularité, de l'individu, de la diversité, de la différence. Et en valorisant tout ça, évidemment, on dévalorise l'assimilation, puisqu'en fait l'assimilation, elle suppose un désir de ressembler, de s'uniformiser, de s'homogénéiser, de croire au groupe majoritaire. Et donc, il y avait une incompatibilité avec ces nouvelles valeurs qui émergeaient à cette époque-là. Je vous ai bien lu dans Front Populaire, la revue, vous avez écrit « Aujourd'hui, nous disons aux jeunes issus de l'immigration qu'ils doivent être fiers de leurs racines et leurs différences, ce qui est une attitude anti-assimilatrice. Et je note qu'au passage, vous dites, c'est incroyable parce que vous ajoutez, être anti-assimilatrice, c'est finalement ce que faisait le régime de Vichy. Oui, alors le but n'est pas de dire qu'aujourd'hui on fait la même chose que le régime de Vichy, mais c'est assez intéressant de remarquer que, effectivement, donc la Troisième République a été très assimilatrice, c'était vraiment une sorte de consensus, à part justement quelques personnalités vraiment racistes, c'est-à-dire qui croyaient à la théorie des races, à la différence des races et à la supériorité de certaines races sur d'autres. Et ces gens-là critiquaient l'assimilation et disaient que c'était quelque chose d'aberrant de vouloir essayer de transformer un Africain ou un Asiatique en Français parce que c'était pas la même race. Et sous le régime de Vichy, ces gens-là en fait obtiennent gain de cause. Ce sont ces gens-là qui inspire la politique de Vichy en matière d'assimilation, à la fois pour la métropole, avec Vichy qui dénaturalise des immigrés ou des nouveaux Français en fait, qui avaient été naturalisés par la Troisième République. En général, ce sont des Juifs, donc Vichy s'en prend à leur nationalité française. Et dans les colonies, c'est encore plus frappant, parce que là, Vichy valorise les cultures locales et essaye de désinciter les peuples colonisés à ressembler aux Français. Donc on leur dit, non, essayez de ne pas vous appeler comme les Français, de ne pas prendre les mêmes prénoms, de ne pas vous habiller pareil, regardez comme votre tradition locale, elle est formidable, et on les incite donc à se retourner vers ce passé-là, pour ne pas justement aller vers une assimilation qui, eux, leur paraît contre nature ou contre-intuitive et contre-productive. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, Vichy a été une période totalement anti-assimilatrice, c'était explicite dans les discours officiels, et c'était un peu une parenthèse, puisqu'ensuite, à la Libération, on est revenu à la conception de la Troisième République, mais ça c'est ensuite, cet enthousiasme assimilateur de la République, c'est un peu tari avec le temps, effectivement. Ça vous fait réagir, Michel, j'imagine ça. Oui, parce que je trouve que Vichy n'est pas pensé comme il faudrait penser Vichy. C'est un impensable et c'est un impensé. Vichy, c'est pas bien, l'affaire est réglée, on peut pas aller plus loin. Alors que, de fait, les Vachers de la Pouge ou les Gobineau, par exemple, qui sont des vrais racistes, sont sur ce genre de logique. On ne peut plus être raciste aujourd'hui comme on l'était à cette époque-là, puisque Auschwitz a eu lieu. Donc effectivement, il faut changer de paradigme. Mais c'est gênant pour nous, enfin pour moi qui suis par exemple girondin, de me retrouver avec quelqu'un qui est étatiste, c'est-à-dire ultra-jacobin, mais qui en même temps laisse une place au girondisme. Mais si ce girondisme, on le rend possible justement pour montrer que l'assimilation n'est pas possible ou pensable et qu'il faut fabriquer du communautarisme, il y a une tension, il y a quelque chose de problématique
dialectique si on veut, mais il y a une tension dialectique qui ne se trouve pas résolue, sauf peut-être par effectivement la durée d'un État français qui, je sais pas, 50 ans plus tard aurait pu donner quelque chose. On va faire de la politique fiction, mais on voit bien ce que ça aurait pu donner, c'est-à-dire pour le coup un communautarisme, c'est quelque chose d'assez singulier. Comment un État jacobin aurait pu fabriquer via une politique girondine un État communautariste. Bon, ça n'a pas eu lieu, c'est tant mieux. Alors, pour reprendre ce que nous disait Steven, qui nous a contacté tout à l'heure, qu'on n'a pas tout à fait oublié, on a bien l'intention de répondre à sa question. Justement, vous dites qu'il ne faut pas être pessimiste et que vous dites que l'assimilation des immigrés musulmans en particulier est tout à fait possible encore. Vous pouvez détailler ? Alors une première chose qui me rend plutôt optimiste sur l'avenir de l'assimilation française, c'est que même si on a commencé un peu à bannir le mot, ou en tout cas à le rejeter comme on l'a vu au début, plutôt à la droite ou à l'extrême droite, je pense que la chose, elle, reste très présente dans les esprits français, y compris des gouvernements et des élites au pouvoir, sauf que, simplement qu'ils appellent ça avec d'autres noms, et je pense que la laïcité, en fait, a beaucoup servi à remplacer l'assimilation dans l'imaginaire collectif. Si on a fait la loi de 2004 sur le voile à l'école, interdisant le voile à l'école, on a dit que c'était une loi de laïcité. En vrai, je pense que c'est plutôt une loi d'assimilation. La laïcité, à l'origine, elle concerne d'abord les agents du service public et pas forcément les usagers que sont les élèves. Donc c'était moins la neutralité de l'État qui était en jeu par rapport aux religions que, je pense, simplement le fait qu'on considérait qu'en France, c'est pas bien que les jeunes filles soient voilées et donc on l'a interdit dans les écoles. Et ça, c'était vraiment une loi dans la pure tradition assimilatrice française. Donc, et on voit encore avec la loi sur le séparatisme, qui a les défauts qu'on veut, mais l'esprit de cette loi, qui est théoriquement de lutter contre un séparatisme culturel, c'est encore un esprit plutôt assimilateur. Donc ce réflexe français, malgré les influences américaines et anglo-saxonnes qu'on peut avoir en France, on résiste quand même assez bien de ce point de vue-là. Donc je ne pense pas qu'on deviendra un pays qui s'assumera comme étant multiculturel. Après, on peut le devenir... disons, malgré nous, ça c'est le risque. Et alors, la raison pour laquelle je suis également plutôt optimiste, c'est que je ne pense pas que l'islam, en tant que tel, suffisent à empêcher toute perspective d'assimilation des immigrés qu'on a eu dans les dernières années. Évidemment, je pense que c'est une difficulté supplémentaire, parce que simplement c'est une autre civilisation, c'est une autre culture qui est assez différente, et donc forcément plus le décalage est grand, plus le travail d'assimilation est difficile et long, mais je ne pense pas que ce soit irrémédiable, puisque je prends l'exemple dans mon livre d'autres pays qui ont eux aussi travaillé sur une culture islamique, par exemple l'Iran et la Turquie au XXe siècle, et qui ont fait des efforts à l'époque d'occidentalisation, qui étaient en plus spontanés de leur part, qui n'étaient pas forcés par l'Occident lui-même, pour essayer donc d'en supprimer le voile dans la rue, en Turquie ou en Iran. Au Shah d'Iran. Voilà, c'est ça, les Pahlavis en Iran et Mustafa Kemal en Turquie, qui ont travaillé à laïciser, à occidentaliser, à moderniser la culture de leur pays. Et alors, en Iran, ils ont été stoppés net par la révolution islamique, mais en Turquie, ça a duré quand même à peu près un siècle. Aujourd'hui, on en voit justement la fin, mais c'était dans des pays qui étaient entièrement musulmans depuis des siècles, évidemment. Donc s'ils ont réussi pendant un certain temps à le faire, je pense qu'en France, où on a évidemment une population musulmane beaucoup moins nombreuse, je pense que c'est quelque chose de faisable. Et par ailleurs, on connaît des cas individuels, évidemment, de personnes qui sont musulmanes et qui sont tout à fait assimilées à la culture française. Donc, sauf que chez Atatürk, ça a quand même été d'une grande violence. Ça a été violent, bien sûr. C'est une question de méthode, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que on n'est plus dans un état culturel ou dans un état civilisationnel qui rend possible l'autorité. C'est-à-dire l'autorité n'est même pas capable aujourd'hui d'imposer le vaccin au personnel soignant. Vous imaginez bien que d'imposer une assimilation comme Atatürk a pu le faire, c'est-à-dire en tuant des gens. Il y a eu quand même, et on pourrait même parler de l'Arménie, la possibilité le génocide, il en était partie prenante. Moi, je serais prudent sur l'idée qu'on puisse aujourd'hui réussir l'assimilation si ça doit passer par la violence, par les armes et par la brutalité qui fut celle d'Atatürk ou le Shah d'Iran. Oui, on voit que l'État aujourd'hui a beaucoup de peine avec la brutalité, entre guillemets. C'est-à-dire que l'État a du mal avec l'État. Aujourd'hui, on a du mal oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a du mal à restaurer le principe d'autorité, qui rend donc difficile des politiques qui doivent être volontaristes. Surtout qu'on touche là à des questions de la vie quotidienne, de mœurs, de pratiques. Et ça, évidemment, l'État a plus de mal aujourd'hui à accepter de légiférer sur ces questions-là. Oui. Mais on le fait quand on a besoin. Encore une fois, la loi de 2004 sur le voile à l'école, elle a été votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Ça paraît totalement extravagant pour les autres pays que la France. Et malgré ça, on a réussi. Donc voilà, j'ai quand même quelques graines d'espoir. Moi, je pense que quand on n'est pas capable d'imposer le test vaccinal, quand on n'est pas capable d'imposer le passeport vaccinal, quand
quand on estime que les libertés fondamentales sont atteintes parce qu'on empêche les gens de boire un coup en terrasse, alors qu'il y a quand même des libertés fondamentales atteintes depuis plus longtemps et autrement plus graves, l'idée de rendre possible l'assimilation avec une espèce de main de fer, y compris dans un gant de velours, je suis pas sûr que ce soit envisageable. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas que des contraintes qui peuvent permettre d'aboutir à ce but-là. Il y a aussi évidemment la capacité à rendre notre culture désirable et l'assimilation elle-même désirable. Ouais. Alors on a l'impression que là les conditions en tout cas sont pas réunies parce que voilà, les conditions sont pas réunies parce que notre modèle est de moins en moins désirable à force de dire venez comme vous êtes, eh bien on est moins désirable. Et puis par ailleurs, on voit bien que l'autorité a du mal avec l'autorité, l'État a du mal avec l'idée d'être État. Merci Raphaël Dohan, c'est précieux. Et on vous retrouve donc dans Front Populaire sur l'immigration. Merci d'être venu nous voir. Vous allez céder votre place. Moi, je voudrais juste dire quelque chose à Raphaël quand même. Oui, bien sûr. Je suis très heureux de voir une jeunesse intelligente, brillante, qui prend sa place dans cette société, qui la pense, qui la réfléchit. Pas une jeunesse affalée ou une jeunesse qui fait le perroquet et qui répète ce qu'on dit dans les médias, sur le net, etc. Moi, j'ai un vrai bonheur à être en votre compagnie, à vous voir intégrer Front Populaire et à penser le monde avec votre vivacité, votre intelligence. Et ça, pour moi, ce serait la bonne nouvelle que effectivement la France n'est pas morte. On a des Français magnifiques, des jeunes Français magnifiques. Ça fait très plaisir de vous entendre, Michel. Merci à Front Populaire aussi de permettre ce genre de débat. Merci à vous, Raphaël. On va accueillir dans quelques instants Guillaume Bigot, qui est un contributeur de bonne qualité aussi, et qui a contribué au dernier numéro de notre revue Front Populaire. Je voulais parler avec vous avant, Michel, avant que Guillaume Bigot nous rejoigne, des lanceurs d'alerte. On en parle dans ce numéro. Il y a eu des écrivains importants, des sociologues importants qui ont lancé l'alerte il y a quelques années déjà, il y a même une trentaine d'années. Je pense à Jean Raspail, au sociologue Paul Lyonnais. Ils ont été très mal accueillis, leurs travaux ont été extrêmement mal accueillis à l'époque. Ils avaient pourtant vu venir tout ce que l'on constate aujourd'hui. Paul Lyonnais en particulier, son ouvrage qui s'appelait en 1993 « Voyage au centre du malaise français » dit tout ce que nous disons aujourd'hui dans Front Populaire. C'est un personnage remarquable, vraiment remarquable, dont on trouve... on a une photo de lui d'ailleurs. Assez peu, qui est décédé, hélas, très jeune, une soixantaine d'années d'un cancer, d'un deuxième cancer, un cancer qu'il avait eu déjà vers la vingtaine. Et Alexandre Devecchio, qui travaille au Figaro, avait fait un papier sur ce qu'il avait appelé, et c'est une expression qui était de moi, on s'était parlé par téléphone, et il avait appelé ça l'école de Caen. Jamais personne n'a repris cette expression, mais elle s'est trouvée imprimée un jour dans le Figaro, et c'est une école qui rassemble Jean-Pierre Le Goff, le grand Jean-Pierre Le Goff, pour moi c'est un sociologue extrêmement important, et Marcel Gauchet, qui sont trois individus qui se sont connus à la fac de Caen en mai 68, qui avaient des destins de gauchistes tous les trois, de narco-gauchistes un peu, et qui sont devenus ce qu'on sait. Chacun sait ce que sont devenus ces deux individus. Alors pour Paul Lyonnais, évidemment, la mort l'a embarqué, hélas. C'est-à-dire qu'il a, ça c'est autre chose, mais je dirais en bon normand, c'est-à-dire un homme de bon, il était normand, il est enterré à Goncoutainville dans la Manche, qui était son lieu, et il a pensé, dans l'époque de Bourdieu, sans Bourdieu, malgré Bourdieu, je dirais presque contre Bourdieu, mais sans que ce soit un ennemi. C'était juste une façon de faire de la sociologie autrement. Chez Bourdieu, il y a des chiffres, il y a des tableaux, il y a des statistiques, y compris des choses qui ont 5 ans, 10 ans, etc. Et qui, 10 ans plus tard, quand on lit la distinction aujourd'hui et qu'on a des tableaux sur ce qui se passe en 1970, bon, voilà. Chez Paul Lyonnais, il y a d'abord une belle plume, il y a d'abord une élégance française, il y a ce que j'ai appelé la ligne claire en philosophie, et il va chercher le réel là où il est, le tiercé, l'alpinisme, le rock, enfin des choses comme ça, où on se dit, mais bon, ce sont des moments d'une grande trivialité, a priori, enfin d'une grande banalité, et à partir de ça, il est capable de penser l'époque comme elle fonctionne. Il est l'un des premiers, effectivement, à comprendre que l'antiracisme remet la question de la race au centre, et que cette façon de remettre la race au centre, ça va être problématique. 1993. Un certain Laurent Geoffrin attaque ce livre méchamment, déjà, c'est-à-dire en voilà, l'assimilant à Le Pen, j'en suis en sûr. disant que c'est un allié du Front National.
C'est-à-dire ce type est un disque rayé depuis 30 ans. Ouais. Depuis 30 ans, à chaque fois que quelqu'un pense le réel, c'est un allié du Front National. À chaque fois que quelqu'un dit « Attention, l'antiracisme militant remet la race au centre, et si vous remettez la race au centre, dans 20 ans, ça va vous exploser à la figure. » Ça nous a explosé à la figure. Geoffrin est toujours vivant, lui. Et hélas, Paul Lyonnais est décédé. Il a pourtant contribué à penser le réel tel qu'il était à l'époque, tel qu'il est advenu aussi. Et sans que personne n'ait été capable de laver un peu sa mémoire. Parce que moi, je me souviens, j'étais jeune homme lecteur de Libération à l'époque, et Paul Lyonnais, je ne l'ai pas lu parce qu'on avait dit qu'il faisait le jeu du Front National, quoi. C'est ça. Et alors qu'il dit, il fait un constat qui est extrêmement brillant. Il fait le constat que la gauche 68arde a abandonné les ouvriers, ou plus exactement, que les ouvriers ont été déçus de la droite, de la gauche, donc se sont éloignés de la gauche, et que la gauche donc s'est rabattue sur la figure de remplacement qui était l'immigré. Ça, c'est clairvoyant. 93. Et on se dit, ce personnage-là a tout vu tellement vite. Il a écrit un Mitterrand qui est remarquable, où il a... Alors d'abord, évidemment, quand on écrit contre Mitterrand à cette époque-là, c'est qu'on est de droite, d'extrême droite, etc. Pas du tout. Je ne sais pas si Paul Lyonnais était de droite ou de gauche, il était simplement du côté de la justice, de la justesse, de l'intelligence. Je crois que sur sa tombe, il est gravé la joie de la vérité, en latin. Il nous manque évidemment cruellement. Jean-Pierre Le Goff a édité un livre posthume de lui avec des pages très émouvantes, très amicales, mais simplement retrouver la voix de cet individu, la voix au deux sens du terme, la vox, la parole, et puis restaurer l'honneur, que je ne dirais pas perdu, il n'a pas perdu son honneur, mais je veux dire, cet homme a été sali en 1993 par Libération, Geoffrin et les autres, et sa carrière a été massacrée d'une certaine manière, alors qu'il avait dit la réalité, la vérité, ce qui allait arriver, et c'est arrivé. Et en même temps, j'ajoute que si Bourdieu est pas toujours facile à lire, c'est vraiment un truc pour les universitaires, un peu, ou pour des gens qui ont une formation du supérieur. Il y a chez Paul Lyonnais, quand il aborde la question de l'alpinisme, par exemple, il y a une façon d'emporter son lecteur avec lui qui est très élégante aussi, en même temps. Dans les années 90, Paul Lyonnais a compris que les antiracistes sincères vont se retrouver piégés et se mettre à produire ce contre quoi il pensait lutter, c'est-à-dire le racialisme. Voilà. Et voilà maintenant que l'on compte systématiquement, en permanence, les blancs, les noirs, les types arabes, les jaunes. Et ce qui est intéressant, c'est que la nation, l'idée de nation, c'était exactement l'opposé de cela. C'était le creuset, finalement, qui permettait le mélange des cultures et qui permettait de faire nation, de faire communauté. Et ce discrédit qui a été jeté par ces 68ards, eh bien, on conduit aujourd'hui à un vrai problème qui nous pète à la figure, comme vous dites. Oui, parce que la nation était centrifuge et le communautarisme est centripète. C'est-à-dire que la nation, c'était vous êtes blanc, noir, juif, musulman, catholique, peu importe, si vous voulez faire France. Être français, contribuer à la France, vous êtes français. Donc on peut très bien dire que effectivement on a, c'est un peu le sens de nos ancêtres les Gaulois quand on dit bon enfin un grand black qui dirait nos ancêtres les Gaulois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule. Les Gaulois ne peuvent pas être ses ancêtres. Ben si, quand on fait nation, d'une certaine manière, tout ce qui a fait nation fait partie de nos ancêtres. Et on n'a pas à dire un blanc ne peut pas, un black ne peut pas avoir un Gaulois comme ancêtre. Si nous avons fabriqué une nation, tout le monde entre dans cette logique. Et à ce moment-là, on peut aussi imaginer que les Arawaks, que les Caraïbéens, enfin tous les gens des Antilles qui sont devenus français, ce sont aussi nos ancêtres. Donc on pourrait dire nos ancêtres caribéens. Moi qui ne suis pas de couleur, je peux dire mes ancêtres caribéens parce que la Martinique, la Guadeloupe ont contribué aussi à fabriquer une France qui n'est plus aimée maintenant par personne, mais je veux dire, ou par beaucoup de gens du moins. De fait, mai 68 dit, oh là là, la nation fait exploser tout ça, et c'est là aussi la pensée de Paul Lyonnais, hein, surgissement du sujet, de l'individu, de moi-je. Moi-je. Rien à faire de la communauté, rien à faire de la nation, ma jouissance, jouir sans entrave, ma sexualité, mon pétard, mon concert de rock, ma vie, ma communauté, ma jouissance sexuelle dans une communauté de femmes, d'hommes, etc. Et mai 68, c'est le surgissement, pas tant du sujet, ça pourrait être formidable qu'on fasse surgir le sujet, je suis pas contre, mais de l'ego.
de l'égotisme. Et à ce moment-là, on dit, mais la France, c'est nul, la nation, la République, etc., le drapeau français, etc., on connaît l'histoire. Et la gauche n'est pas capable de dire, attention, on se fourvoie sur ce terrain-là. Parce qu'elle emprunte ce chemin des 68 arts, et tous ces 68 arts qui vont finalement s'apercevoir que, bon, s'il s'agit aujourd'hui de penser comme Giscard d'Estaing, et ben finalement, disons-le plutôt avec un homme de gauche. Et quand Mitterrand dit à tous ces gauchistes, revenez dans mon giron, et vous allez voir, on va faire une révolution qui sera celle du marché. Eh bien, on a vu comment tous ces gens-là sont allés à la gamelle, comment le fameux Geoffrin était à l'origine avec Serge July, de ces unes où on disait « vive la crise ouais. », et ça, évidemment, des années après que Paul Lyonnais eut fait savoir que ça nous conduirait à ça. Et évidemment, aujourd'hui, on se dit, mais la gauche, elle défend quoi? Elle défend les idées de Giscard. Et on est de gauche aujourd'hui quand on défend les idées que Giscard défendait en 1974. Ben, on se dit qu'on peut avoir envie d'une autre gauche. Absolument. Alors ces gens-là nous ont expliqué que finalement, eh bien, être pour l'immigration, c'était bien. Si on se posait des questions sur la politique migratoire, si on explorait, comme on vient de le faire dans Front Populaire à travers ce numéro, si on explorait la question de l'immigration, quelque part, on était raciste. Le problème avec cette espèce de terrorisme intellectuel, c'est que la question est de droite ou la question est de gauche. Ben voilà. Donc on ne peut plus poser de questions. À un moment donné, on se dit, mais la réponse peut être de droite et la réponse peut être de gauche. Mais si on dit immigration, point d'interrogation, question de droite. Alors là, il faut faire la démonstration qu'il y a des questions de droite et des questions de gauche. C'est un petit peu l'espèce de délire d'un Fabius disant de Le Pen qu'il posait les bonnes questions, mais qu'il apportait les mauvaises réponses, etc. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il aurait fallu que Fabius aille intellectuellement plus loin sur ce sujet-là. Mais ce qui fait notre force à nous, Front Populaire, il faut remercier les gens qui nous rendent possible, c'est-à-dire nos lecteurs, 150 000, on se dit, mais pourquoi est-ce possible? Simplement parce qu'on dit toutes les questions sont possibles. Et d'une certaine manière, toutes les réponses sont audibles. C'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, on dit l'islam. Déjà, immédiatement, vous avez dit l'islam, c'est un peu suspect. Si vous dites, est-ce qu'on pourrait penser l'islam? Question de droite. Si, même chose avec le judaïsme. Il y a un moment donné où si vous dites, la question juive, oh là là, question de droite. Il dit, mais attendez, j'ai pas donné ma réponse. Donc, et cette interdiction de penser qui interdit de formuler des questions est quand même assez problématique. Alors évidemment, c'est difficile quand on a les médias dominants, les médias d'État qui fonctionnent comme ils fonctionnent, mais avec la possibilité de libérer le net, etc. Et nous, et vous, avec les auditeurs, quand on a la possibilité de dire, vous n'allez pas nous interdire de nous questionner, et vous ne nous interdirez pas non plus de questionner les réponses.